Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de la nouvelle Ernestide, une nouvelle suédoise, comme le donne son sous-titre, publiée par Sade en 1799 dans un recueil appelé Les crimes de l'amour, sous-titré Nouvelles héroïques et tragiques. Donc dans ce recueil de nouvelles, Sade a pour ambition d'opposer des amoureux et des libertins pour voir de l'amour ou du libertinage qui triomphe en définitive. Dans Ernestine, du coup, l'enjeu, c'est Ernestine elle-même. Elle est mariée à Hermann, mais la venue du comte Oxtiern et l'aide qu'il va avoir de l'élégante hôtesse Madame Scholz va mettre en péril ce couple bien établi. Je commence ainsi la lecture. Le comte arriva, et dès le lendemain, son élégante hôtesse lui donna le plus grand souper suivi d'un bal où devaient être les plus jolies personnes de la ville. On n'oublia point Ernestine. Ce n'était pas sans quelque inquiétude qu'Hermann la vit décidé à y venir. Le comte verrait-il une aussi belle personne sans lui rendre à l'instant l'hommage qui lui était dû? Que n'aurait point Hermann à redouter d'un tel rival? Dans la supposition de ce malheur, Ernestine aurait-elle plus de force? Refuserait-elle de devenir l'épouse d'un des plus grands seigneurs de Suède? Il est dans le cœur d'un homme qui aime de certains pressentiments trompant bien peu. Hermann les éprouva, il les fit taire, et la belle Ernestine parut au cercle de Madame Scholz comme la rose au milieu des fleurs. Avec l'opposition des sentiments d'Hermann et du désir d'Oxtiern, va s'opposer autour d'Ernestine deux conceptions de la morale que nous aurons à étudier à travers cette problématique. En quoi cette scène de première vue montre-t-elle l'affrontement de deux morales? Pour traiter cette question, je prendrai les mouvements qui sont naturellement découpés par le texte, 4 parties pour 4 paragraphes. Je commence ainsi le commentaire. Le texte s'ouvre sur l'arrivée du comte. Cette arrivée va être le marqueur de la définition du comte. Il est défini par son statut social, son grade dans la noblesse, par le fait qu'il est accueilli par une élégante hôtesse qui va lui donner un bal, un souper. Tout ce personnage va être sous l'égide du luxe et cela va être marqué stylistiquement par l'usage des superlatifs. Il va être aussi marqué par la hâte avec la circonstancielle de temps. Dès le lendemain, il ne traîne pas. C'est un personnage qui est caractérisé par le fait qu'il agit très rapidement. À l'occasion de ce bal, on n'oublia point Ernestine. Premier point d'intérêt, c'est que du coup, Ernestine va être décrite comme faisant partie des plus jolies personnes sans qu'on aille à le dire. Et ça nous donne un indice sur l'énonciation qui va s'éclairer plus tard. Deuxième point d'intérêt, c'est le pronom qui est utilisé. C'est le pronom qui est « on », qui devrait normalement désigner l'élégante hôtesse, c'est-à-dire Madame Scholz. Mais puisque du coup il est censé montrer un pluriel, on peut penser que le comte en fait partie. En tout cas, dans ce « on » indéfini, ce qui est précisé, c'est la nature indéfinie de ceux qui choisissent. La nature trouble, moralement trouble, de ceux qui choisissent les personnes invitées. Et cette nature trouble, elle est pressentie par celui qui va gérer le point de vue de la narration dans ces 2 premiers paragraphes, et c'est Hermann. Hermann est l'homme qui est amoureux d'Ernestine, et sachant qui décide des invitations, il n'est pas sans inquiétude. On observe ici la double négation qui va avoir une valeur de renforcement de l'inquiétude d'Hermann lorsqu'il voit Ernestine décider à aller au bal. L'adjectif verbal « décider » va montrer une autre caractéristique d'Ernestine qui, en plus d'être jolie, ce qui était sous-entendu, est aussi une femme forte. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui veut ce qu'elle fait. On passe ainsi dans la tête d'Hermann avec tout un système de passage au conditionnel, verrait, aurait, refuserait, qui, avec le point d'interrogation final, nous montre que nous sommes dans un système de discours indirect libre. Ce sont les questions que pourrait se poser le narrateur en train de raconter l'histoire, mais que, plus vraisemblablement, se pose Hermann en train d'imaginer la situation. Et ce qu'il imagine, c'est le pire. Il imagine que le comte lui prend son épouse parce que c'est dans la nature du comte. Premier risque, c'est le comte qui lui prendrait Ernestine. Deuxième risque, c'est Ernestine qui céderait au comte. Aurait-elle plus de force? Refuserait-elle de devenir l'épouse d'un des plus grands seigneurs de Suède? Et ce risque, il est motivé. Il est motivé par la puissance d'Oxtiern, qui n'est pas encore nommé, un des plus grands seigneurs de Suède. Puissance qui va être, là encore, exprimée par un superlatif. Superlatif qui était la figure de style qui définissait elle-même Ernestine juste avant, aussi belle personne. Ainsi donc, même stylistiquement, cette crainte va se justifier. Cependant, caractéristique définitoire d'Hermann, Hermann est un rêveur.
C'est ce qui va caractériser son amour. C'est un amour de sentiment pur. Il est dans le rêve. C'est un amour romantique, avant l'heure. Et cela va se traduire par l'utilisation du terme malheur, accolé au nom supposition. La supposition, c'est une possibilité, une éventualité qu'on a en tête. Et le malheur, dans son étymologie, fait référence à l'idée de destin. Donc il est tout entier du côté du sentiment, du pressentiment, comme l'indique le début du deuxième paragraphe, qui est donc le début de ma deuxième partie. On est toujours dans la tête, dans la focalisation d'Hermann, un homme qui aime, indéfini, qui va être explicité à la ligne suivante, Hermann. Cette explicitation se fait par le parallélisme, certains pressentiments, et la reprise par le pronom les. Là encore, on est toujours dans l'alternative avec le parallélisme. Il est en train de peser le pour et le contre, et finalement, la puissance de son amour fait qu'il va se comporter véritablement en homme courtois. Il fait entièrement confiance à son épouse, il fait taire ses sentiments, ses pressentiments, et la belle Ernestine, qui de toute façon n'avait pas besoin de son assentiment, paraît au cercle de Madame Scholz. L'expression de cercle, ici, fait référence à une construction sociale, un salon, comme on l'appelait à l'époque, et ça va nous permettre de faire une opposition entre Hermann et Ernestine, qui sont plutôt du côté de la nature, et les libertins, qui sont plutôt du côté de la culture. Madame Scholz est caractérisée par le cercle, les deux sont caractérisés par la ville à la ligne 2. Alors que Ernestine, elle, est clairement du côté de la nature, comme le montre la comparaison, comme la rose au milieu des fleurs. Toutes ces modalisations, avec l'antéposition de l'adjectif belle, le système comparatif, puis toute la description d'Ernestine, dans laquelle on voit clairement un point de vue masculin, le fait que la taille soit mieux marquée, le juste qui dessine les formes, c'est clairement un point de vue masculin. Tous ces systèmes de modalisation viennent renforcer le point de vue d'Hermann, et renforcer le sentiment amoureux de ce personnage envers la femme qui est décrite. Pour aller à ce bal, qui manifestement est un bal costumé, elle va prendre l'ajustement des anciennes femmes de sa patrie. Ce costume est intéressant parce qu'il va montrer finalement une adéquation entre ce que paraît la femme et ce qu'elle est. On avait vu dans le premier paragraphe que la femme était belle et forte, et bien c'est comme ça qu'elle va apparaître, comme une belle femme et une forte femme. Donc à la manière des Scythes, les Scythes sont effectivement une peuplade de l'Antiquité. C'est la peuplade qui est à l'origine du mythe des Amazones, tout simplement parce que c'est une peuplade dans laquelle les hommes et les femmes combattaient à égalité. C'est une peuplade qui avait déjà mis en place une égalité homme-femme et qui donnait des exemples concrets de femmes fortes. Cette force, elle va se traduire dans la noblesse de ses traits, elle va se traduire aussi dans la liberté de ses cheveux qui flottent sur son carquois. Donc les cheveux sont détachés, ils sont libres de la même manière que la femme elle-même est libre. Donc une femme forte d'un côté, une femme belle de l'autre. Cela va se traduire par le biais de la description, qui va insister sur des détails physiques, ses traits, c'est-à-dire son visage, sa taille, les cheveux. Et à chaque fois, cela va être marqué soit par des adjectifs antéposés, les beaux cheveux par exemple, soit des adjectifs au superlatif, une taille mieux marquée, doublement superlatif puisque c'est infiniment mieux marqué. Tout cela, c'est dû simplement à ce que l'adverbe qui est au centre de la description marque, c'est sa singularité. Elle est singulièrement rehaussée par la parure, donc son déguisement va manifester son individu, et il y a une adéquation entre ce qu'elle paraît et ce qu'elle est. De la même manière que, en creux, on voit une adéquation entre la manière dont elle est décrite par Hermann et l'amour qu'il lui porte. Mais cette adéquation entre ce qu'elle paraît et ce qu'elle est une adéquation ambivalente, puisque le carquois et l'arc qui, pour l'instant, nous ferait plutôt penser à une femme mythologique tenant un arc, c'est-à-dire Diane ou Artémis, qui est la déesse de la chasse ou la déesse de la chasteté, ce qui lui correspondrait bien, puisqu'elle est amoureuse et qu'elle ne compte pas quitter Hermann. Mais ici, la référence s'inverse, puisque plutôt que Diane, la déesse qui est convoquée, c'est Bellone, qui est une déesse de la guerre. Cependant, on peut, à travers cette figure mythologique, voir là encore le point de vue d'Hermann qui va diviniser la femme qu'elle aime, puisque Bellone est une divinité, mais on parle aussi de grâce, qui est une caractéristique divine, et on parle aussi de céleste empire, qui fait directement référence à la religion. Donc on est dans une espèce de syncrétisme, de divinisation de la femme aimée, qui marque véritablement l'ampleur du sentiment de celui à travers qui on l'a décrit, à savoir Hermann.
Je passe ainsi à la troisième partie, dans une phrase qui est quasiment au centre du texte, qui est la seule dans laquelle sont réunis les trois personnages. Ici, en une seule phrase, nous avons Hermann, Ernestine, Oxtiern, et Hermann et Oxtiern sont mis en opposition autour de Ernestine. Et cette opposition va être marquée, là encore, par la reprise en parallélisme. Si Hermann sans frémir, Oxtiern sans d'une émotion. Parallélisme renforcé aussi par l'usage de la négation totale, ne pas. Ce parallélisme va montrer vraiment une opposition à la fois des personnages, mais aussi une opposition de leurs intentions. Là où Hermann était caractérisé par son amour en tant que sentiment, un sentiment extrême, qui va le pousser jusqu'à la divinisation de la femme qu'il aime, eh bien Oxtiern, lui, et c'est ce que va décrire la suite du paragraphe, va se caractériser plutôt par un amour charnel, bas, libertin. De la même manière qu'il y avait une adéquation entre l'être et le paraître chez Ernestine, eh bien il y a une inadéquation de l'être et du paraître chez Oxtiern. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise à partie directe du lecteur par le narrateur à travers la deuxième personne du pluriel, vous. Vous avez vu Oxtiern, il est assez bel homme, avec l'irruption du présent dans les temps de la narration. C'est vraiment une prise à partie qui va venir accentuer la remarque insidieuse du narrateur. Ce qui va nous être révélé n'est révélé qu'à nous. Et nous, lecteurs, nous en savons plus que les personnages. Que savons-nous de plus ? Eh bien, c'est que la nature a mis une trompeuse écorce sur l'âme d'Oxtiern. À travers l'adjectif antéposé, trompeuse, qui va accentuer du coup cet effet de tromperie, et l'opposition qu'il y a entre l'idée d'une âme qui serait mauvaise dans un corps qui serait beau, tout ça va être réduit à une caractéristique, c'est un tour de la nature. Et comme on avait vu auparavant, le personnage d'Oxtiern était normalement plutôt du côté de la culture, avec la ville, avec le cercle, avec le salon en général, avec le statut social. Et en fait, ici, Oxtiern va être réduit à la nature, mais ce n'est pas une nature de même nature que celle de Hermann et Ernestine. La description du conte commence par son statut social, mais aussi sa richesse et son désir. C'est un personnage qui désire et qui est toujours dans le désir, l'assouvissement de ses désirs, quoi qu'il en coûte. Là encore, l'incise, et maître depuis peu de toute sa fortune, nous laisse supposer les conditions éventuelles dans lesquelles il est devenu maître de sa fortune. A priori, on ne devient maître de sa fortune que par un héritage. Si il est prêt à tout pour assouvir ses désirs, on peut se poser la question de comment est-ce qu'il a eu cet héritage, éventuellement par un crime. Le mot crime sera utilisé à la fin du paragraphe. Deuxième élément qui va être intéressant, c'est le fait qu'il n'y a aucune borne à son fougueux désir, et ici la négation totale, aucune borne, qui est une négation lexicale, va être renformée par l'usage d'un pluriel, qui est inutile ici. Il n'est pas incorrect, mais il est inutile, et il est là pour renforcer le fait que même s'il y en avait plusieurs, aucune de ces bornes ne suffirait à endiguer son désir. De la même manière, nous allons avoir le désir qui va être caractérisé par sa fougue et par son impétuosité, ce qui rappelle le complément circonstanciel de temps, à la ligne 1. Il est toujours dans l'empressement, il doit toujours et rapidement remplir son désir. Entre fougueux et désir, on a deux possibilités d'avoir quelque chose qui l'empêche de le réaliser, la raison et les circonstances. On se retrouve du coup dans une figure de chiasme, qui est la figure stylistique qui va caractériser ce personnage, tout simplement parce qu'il est prêt à enfermer les gens qu'il aime. Sa description va se résumer dans une seule phrase, sans principe comme sans vertu. Ce qui est intéressant, c'est que ici la construction est inversée, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'a pas de vertu, ça c'est son comportement, mais ce comportement qui pourrait être immoral dans la société de l'époque, en fait, on se rend compte qu'il est amoral, parce que le fait qu'il n'aille pas de vertu est justifié par le fait qu'il n'aille pas de principe. Et on est vraiment dans la définition du libertinage. Ce n'est pas simplement l'assouvissement des désirs, c'est l'athéisme validant le fait d'assouvir ses désirs et d'utiliser le monde. Du coup, ce libertinage va le réduire lui-même à simplement un corps. Encore un but des préjugés d'un corps, etc. Il doit assouvir ses désirs, et ces désirs sont tous des désirs corporels. On retrouve là encore un chiasme. Oxtiern s'imaginait que rien au monde ne pouvait imposer de frein à ses passions. À l'extérieur du chiasme, ce qui concerne l'intérieur d'Oxtiern, il s'imagine ses passions. Et il y a à l'intérieur du chiasme ce qui est le monde, qui lui est extérieur, est à l'intérieur de ce qui lui est intérieur. Donc on a toujours la figure du chiasme qui se perpétue. Figure du chiasme dont on a une dernière itération, ligne 26-27, le sentiment et les crimes, et la vertu et la belle âme. Donc on a une opposition du coup d'un sentiment qui est censé être positif et son expression qui elle est négative à cause de la corruption de son cœur.
Donc il y a une inadéquation fondamentale entre ce que paraît le conte et ce qu'il est. Et ce qu'il est, eh bien, c'est une absence de croyance, c'est un athéisme, un libertinage qui va justifier tous les crimes, justifier toutes les passions. Dernier élément, on peut noter qu'à la passion singulière d'Hermann vont s'opposer les passions plurielles du conte. Et c'est ainsi que je passe à la dernière partie. On est passé du conte à la ligne 1, à Oxtierne dans les 2 paragraphes centraux, à cet homme dangereux, avec le déterminant démonstratif, et surtout avec l'adjectif qui est postposé pour montrer le caractère objectif de cette dangerosité. C'est là une remarque dont l'objectivité va être renforcée par le fait qu'elle provient du narrateur, comme l'indique le possessif nôtre, qui fait référence du coup au vous, ligne 20. Une prise de parole du narrateur qui va opposer l'homme dangereux, postposé, à la belle héroïne, antéposée, pour bien montrer qu'il y a une opposition entre les 2 personnages. Cet homme dangereux, du coup, va avoir un perfide dessein, c'est le sien propre, d'où l'antéposition subjective, et ce perfide dessein va être de séduire la belle héroïne, séduire qui étymologiquement signifie détourner du chemin sur lequel on est, éventuellement détourner du droit chemin. Dans le cadre de notre étude, eh bien, ce sera détourner de la morale. La stratégie de séduction va être décrite via une énumération. Il dansa, il se plaça, il témoigna, etc. Énumération ternaire qui va montrer une progression dans la proximité. D'abord on danse, il y a une certaine distance, on se place près d'elle au souper, on est un peu plus proche, et enfin on parle de ce qu'il y a à l'intérieur, on lui exprime les sentiments qui lui inspiraient, donc il y a un rapprochement progressif, rapprochement qui va sous-entendre le fait que la séduction commence à opérer, en tout cas c'est ce que les gens croient, puisque toute la ville, on retrouve ici la ville de la ligne 2, toute la ville ne douta plus qu'elle devint bientôt ou la femme ou la maîtresse d'Oxtierne. Ici, ce qui est intéressant, c'est la répétition de la conjonction de coordination à valeur alternative. La répétition va avoir valeur d'identification. La femme ou la maîtresse, en tout cas, Oxtierne la possédera, quoi qu'il arrive. Que ce soit une possession sociale ou intime, qu'il se marie ou qu'il la possède. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que le texte termine sur le nom, Oxtierne. Donc la caractéristique stylistique qui lui était attribuée, à savoir le chiasme, se revérifie ici, puisque le texte s'ouvre et se ferme sur le conte, et on peut retrouver cette figure de chiasme aussi avec l'élément culturel, avec la ville, j'en ai déjà parlé. En quoi cette scène de première vue montre-t-elle l'affrontement de 2 morales ? Premier élément, c'est effectivement une scène de première vue. C'est une scène topique, c'est un lieu commun, le lieu commun de la première rencontre lors d'un bal costumé qui va donner lieu à un innamoramento, c'est-à-dire à la naissance de l'amour entre les personnages. Simplement, ici, on a un renversement de cette scène, tout simplement parce que ce n'est pas un amour partagé qui va naître, mais un amour qui est unilatéral et en plus qui est équivoque. D'un côté, on conserve la tradition des conceptions amoureuses précédentes, puisqu'il y a toujours l'amour pour une femme inatteignable, comme dans la courtoisie, comme dans la galanterie, inatteignable parce que mariée à quelqu'un d'autre. Simplement ici, il va y avoir une réduction du sentiment amoureux à la simple attirance physique, à la possession physique, et finalement, on va assister progressivement à une perversion de la scène traditionnelle d'innamoramento. De la même manière, elle va opposer une morale, on va dire, naturelle, qui serait proche de la morale religieuse, qui va caractériser le personnage d'Hermann et le personnage d'Ernestine, à une morale, on va dire, culturelle, caractérisée par les libertins, donc Madame Scholz et le comte. Ces systèmes d'opposition, morale naturelle, morale culturelle, vont être validés par tout un tas de stylèmes, de récurrences stylistiques, globalement de la subjectivation et des superlatifs relatifs pour tout ce qui concerne la morale naturelle, et de l'objectivation et des chiasmes pour tout ce qui concerne la morale culturelle. Et donc, on a d'un côté une femme forte, figure de chasteté et de moralité, qui va s'opposer à un homme corrompu, un prédateur sexuel, qui va se caractériser par son immoralité. On a donc bien une opposition, un affrontement de 2 morales. Simplement, Sade va montrer que dans le libertinage, il y a un dépassement de cette simple opposition de façade, tout simplement parce que la morale dite culturelle, en fait, est une morale naturelle dans le sens où c'est la nature qui parle. Simplement, ce n'est pas la même nature. C'est la nature pulsionnelle, la nature dans tout ce qui est là d'animal, de bestial qui va parler. Et du coup, comme Oxtierne se comporte en animal,
eh bien, il se comporte comme s'il n'avait aucune notion de bien et de mal, ce qui va être montré par le fait qu'il soit sans principe. Et ainsi, c'est moins l'affrontement entre moralité et immoralité qui est montré dans ce texte que l'affrontement entre la morale de côté et l'absence de morale de l'autre. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter la valeur des temps de l'indicatif de la ligne 17 à 24. Ce qu'on appelle valeur des temps, c'est le sens de l'usage du temps dans le contexte d'utilisation du verbe. Donc je vais commencer par les cas les plus simples, à savoir premièrement le passé composé qui est à la ligne 20. Vous avez vu Oxtierne. Comme tous les temps composés, il a une valeur d'antériorité par rapport au temps simple correspondant, le présent. Présent que l'on voit, du coup, c'est ma deuxième occurrence et ma deuxième partie, juste à côté. Il est assez bel homme. Puisqu'il est dans un contexte de temps du récit, pourrait avoir, et ce serait sans doute sa valeur la plus évidente, la valeur de présent de narration. Cependant, avec l'apparition dans la proposition précédente du « vous », qui montre qu'il y a une prise à partie du lecteur par le narrateur, on pourrait éventuellement lui associer la valeur d'énonciation, comme s'il y avait une discussion en direct du narrateur et du lecteur. Pour ce qui est du passé simple, je vais les traiter dans l'ordre. Ne vit pas entrer Ernestine sans frémir. Ici, on va être dans la valeur de ponctuel, puisque c'est un point dans le temps, le moment où Ernestine rentre dans la salle de bal. Ne l'aperçut pas sans une émotion si vive. Ici, la valeur évidente serait la valeur de ponctuel, d'autant qu'il y a tout un système de parallélisme entre Hermann et Oxtierne. Cependant, le fait que Oxtierne l'aperçoive va changer entièrement le cours du récit, et ainsi on pourrait éventuellement lui donner la valeur d'action. Une émotion si vive qu'il fut quelques minutes sans pouvoir s'exprimer, puisque dans la suite du texte, on sait qu'il lui a parlé, qu'il l'a courtisée, qu'il a eu l'intention de la séduire. On sait que ces quelques minutes n'ont été que quelques minutes, très brèves, et qu'elles sont achevées. Et c'est donc une valeur d'achevé qu'on va attribuer au passé simple ici. De la même manière, enveloppa, quelle âme enveloppa la nature sous cette trompeuse écorce, c'est achevé, puisque la jonction entre guillemets de l'âme et du corps se fait au moment de la naissance ou de la conception. En tout cas, elle est achevée, et c'est donc bien la valeur d'achevé ici qui va être prépondérante. Pour ce qui est des imparfaits maintenant, le conte ne soupçonnait aucune borne à ses fougueux désirs. Et ici, il s'agit d'une description du conte, ce qui va être validé par le fait qu'on dise qu'il est riche, qu'il est maître depuis peu de temps de sa fortune, etc. Donc on est dans la description de ce personnage. C'est donc la valeur que j'attribue à l'imparfait soupçonné. Tout ce que la raison ou les circonstances pouvaient leur apporter d'obstacles, on est toujours dans le système de la description, donc ce serait la valeur que l'on lui attribuerait de manière la plus évidente. Cependant, la raison et les circonstances ne cessent de lui apporter des obstacles, et Hermann et Ernestine en sont les meilleurs exemples. Ainsi donc, on pourrait attribuer à cet imparfait la valeur d'inachevé. Enfin, ne devenez qu'un aliment de plus à leur impétuosité, il s'agit ici d'une habitude, puisque manifestement, il est soumis souvent à des obstacles, et ces obstacles ont l'habitude d'accentuer son désir et son plaisir.